Bonjour à tous, bienvenue dans l'Info à chaud, votre nouvelle émission de débat, sans langue de bois, chaque mois avec mes invités. Eh bien, nous débattons sur les sujets chauds de la sécurité, en toute liberté d'expression, bien évidemment, sur le plateau. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Georges Fenech, ex-magistrat, expert de la sécurité et du terrorisme. Bonjour Georges. Bonjour Alexandre. Merci d'être là. Face à vous, Éric Chalumeau, commissaire divisionnaire honoraire, président du syndicat du Conseil en Sûreté. Bonjour Éric. Bonjour Alexandre, bonjour à toutes et tous. Mickaël, blogueur spécialisé sécurité privée avec son blog 83 629. Bonjour Alexandre. Mickaël, ça va? Et pour la première fois, on est ravis de vous avoir sur le plateau. Bruno Pomar, ex-policier du RAID et président de l'association RAID Aventure, organisation qui organise des journées sportives et citoyennes dans les quartiers encadrés par des policiers bénévoles. Merci de votre accueil. On est ravis. J'en profite pour faire un peu de pub avec, je ne sais pas si on le voit, on ne l'a pas, le livre. Il n'est pas sorti, presque, bientôt. Si, il est sorti, mais je l'ai oublié pour tout. Alors d'accord, donc ça s'appelle QNPV, qui veut dire Quartier non prioritaire de la ville. C'est l'acronyme par rapport à quartier prioritaire de la ville, avec beaucoup de questionnements et de moments intéressants, je dirais, sur ce qui se passe dans nos quartiers. Aux éditions du Panthéon. Alors, au sommaire, aujourd'hui, premier sujet, ça sera urgence aux urgences, nos soignants agressés. Les agressions se multiplient, nos hôpitaux subissent de plus en plus d'incivilités et d'agressions. Quelles en sont les raisons et quelles sont les solutions? Ensuite, on parlera de nos élus menacés. Eux aussi, faudra-t-il un drame pour réagir? C'est le même constat que pour nos soignants, qu'ils soient maires, députés, ministres, présidentiables ou présidents, ils sont de plus en plus souvent agressés, que ce soit dans leur rue ou dans les rues de leur ville ou dans les permanences. Pourquoi tant de haine vis-à-vis des élus du peuple? Qu'est-ce qui est mis en place et qu'est-ce qui devrait l'être? Et puis enfin, nous terminons avec notre troisième sujet en débattant un peu sur le sport, sur les mesures à prendre pour la sécurité dans les stades. Après un enchaînement d'incidents dans les stades de foot, quelles mesures doivent prendre les autorités pour venir à bout de la violence? C'est tout à l'heure dans l'Info à chaud. Allez, on débute avec nos soignants. Urgence aux urgences, les agressions se multiplient. Quelle solution pour les sauver? Incivilité, agression verbale, physique, les urgences des hôpitaux n'en peuvent plus. Elles sont bien évidemment surchargées depuis toujours, on le sait, mais encore plus depuis la Covid. Elles doivent faire face à une explosion de violence. Alors, nos soignants sont souvent confrontés à l'horreur ordinaire, on pourrait dire, des urgences. Ils sont là pour nous sauver. Ils doivent maintenant sauver leur peau. Est-ce que, je crois qu'on est tous un peu d'accord, je voudrais juste rappeler quelques chiffres qui sont importants de l'Observatoire national des violences en milieu de santé, qui a publié en mars 2021 son dernier rapport 2020 sur des données 2019. En 2019, il y a eu 23 780 cas de violences, atteintes aux personnes et aux biens, qui ont été signalés. Et parmi les victimes d'atteintes aux personnes, les personnels représentent 81%. Et pour terminer, les structures et unités qui déclarent le plus de violences sont numéro 1, la psychiatrie, bon ça on peut éventuellement le comprendre, 2, les urgences, et 3, alors ça c'est étonnant, c'est les unités de soins de longue durée, les EHPAD, donc pour les personnes âgées. Voilà. Bref, en tout cas les urgences numéro 2. Bruno, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça nous inspire d'abord que notre société, de façon générale, devienne de plus en plus violente, parce qu'au-delà de nos amis soignants, pour lesquels on a tous évidemment beaucoup de respect, c'est les institutions de façon générale aussi. Je parle de la police, qui sont, je dirais, presque les premières victimes des violences, puisqu'ils sont confrontés tous les jours aux violences que crée notre société. Mais concernant les soignants, effectivement, c'est un vrai problème. Comment sécuriser l'ensemble des hôpitaux, parce qu'on ne va pas choisir un hôpital en particulier. On est d'accord. Il va falloir trouver des solutions. Des solutions, il en existe déjà. Alors la question déjà qu'on peut se poser, c'est pourquoi autant de violence aux urgences? Il faut bien se dire que l'hôpital accueille des populations en tension, des personnes souffrant de troubles psychotiques, en forte décompensation, des patients aussi qui sont soit sous l'effet de stupéfiants, soit alcoolisés. Et donc tout cela crée effectivement une tension particulière qui a été encore renforcée par la crise sanitaire du Covid. Et les chiffres que vous avez énoncés montrent bien l'ampleur de ce phénomène. Si on regroupe d'ailleurs toute forme d'agression, qu'elle soit verbale, crachat, incivilité, et jusqu'aux violences physiques, c'est plus de 10 000 agressions
que subissent les infirmières par an, plus de 2000 médecins par an. Et il y a, auquel il faut ajouter aussi, toutes les dégradations des biens de l'hôpital, où, vous savez, vous avez des individus qui vont chercher des amphétamines, voler de la morphine, des choses comme ça, pour leur usage personnel. Et donc, ça pose un vrai problème de protection de l'hôpital. Il faut voir aussi que l'hôpital souffre dans son organisation, on le sait, par manque de moyens. Donc, quand vous avez des attentes à n'en plus finir, dans les salles d'urgence, par exemple, de 6 heures, 8 heures d'attente, ça crée des tensions terribles. Et le médecin se retrouve responsable, considéré comme responsable de cette situation. Voilà. C'est d'ailleurs le troisième motif d'agression, 11% lié au temps d'attente. C'est ça. Ouais. Voilà. Et donc, la question, évidemment, que nous devons aborder, c'est comment renforcer la sécurité de l'hôpital et quels sont les moyens adaptés pour protéger le personnel soignant. Je rappelle juste les trois motifs, les trois autres motifs. Le premier, c'est le reproche relatif à la prise en charge du patient pour 45%. Le second, c'est le refus d'être soigné. Le troisième, c'est donc le temps d'attente. Et le quatrième, c'est l'alcoolisation du patient, ce qu'on appelle l'alcool triste. Bref, déjà ça, c'est effectivement des points importants. C'est essentiel dans le diagnostic, parce que, Alexandre vient de le dire, plus de 75% des faits relèvent d'actes de problèmes d'organisation interne et 45% relatifs à la prise en charge, c'est-à-dire des personnes qui vont critiquer la prise en charge, et d'autres, refus de soins, c'est pas refus d'être soigné, c'est le refus du diagnostic et surtout les refus des arrêts de travail, c'est-à-dire un médecin à l'hôpital va refuser un arrêt de travail, par exemple, et ça va générer beaucoup de tensions. Donc on a 80% des causes qui sont d'origine, on va dire, organisationnelle, et du coup les réponses, elles sont aussi à trouver dans l'organisation de l'hôpital. Et ce qui a été mis en place en termes de formation, fait à la fois par le concours, avec le concours de policiers et de gendarmes habitués à la gestion des conflits, mais pas seulement, avec le concours de soignants. Et on a aussi un réseau de référents de sûreté maintenant. On a des responsables sûreté. Et puis on raisonne sur l'info à chaud, mais le premier ouvrage, qui est un ouvrage de référence écrit par un ancien inspecteur général de la police nationale, Roger Ledoussal pour ne pas le nommer, qui était le premier directeur de la sécurité de la PHP, remonte à 1989. Donc ça fait quand même 30 ans que l'hôpital est confronté à ces violences et il cherche de plus en plus dans son organisation interne, y compris une réflexion sur l'organisation, sur la sûreté. Nous, on a fait l'audit de sûreté de la Salpêtrière, c'est un monde, c'est le plus grand hôpital d'Europe. Ouais, c'est une ville dans la ville. C'est une ville, donc entre ça et puis un petit service de province ou des EHPAD, on l'a dit, ou des établissements psychiatriques, il y a une diversité de situations. Et dans l'enquête, les signalements ne concernent que 8%, la bonne nouvelle. Les signalements ne concernent que... J'aime bien aussi regarder les choses le verre à moitié plein. Je dis pas que c'est pas grave, c'est très grave, parce que un établissement qui est fait pour l'hospitalité, comme son nom l'indique, c'est grave. Mais on a quand même aussi beaucoup de situations qui ont été largement apaisées. Il y a eu un travail de fond remarquable fait depuis... Et donc depuis 8%, vous disiez 8% signalent. On a chaque année 8% d'établissements qui signalent. Ça veut dire qu'on en a 92% qui ne signalent pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fait. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fait. C'est comme dans les... Ils préfèrent ne pas signaler. Voilà. Quand ce sont des faits majeurs qui concernent les atteintes aux personnes, c'est signalé. C'est comme à la RATP, parce qu'il y a aussi des relais syndicaux qui sont extrêmement importants, et toute violence contre un personnel. Et c'est d'ailleurs une des recommandations du guide pratique qu'a édité l'Observatoire national de la violence en santé, c'est précisément de déposer plainte. Et ça, c'est assez nouveau, quand même, parce qu'il y a eu beaucoup. Moi, je voudrais juste rebondir, effectivement. En fait, on peut trouver plein d'excuses pour dire que l'hôpital est mal structuré, organisationnel, facteur humain, le délai d'attente, etc. Mais de toute manière, je pense que en fait, c'est rien que le reflet des maux actuels. Parce qu'en fait, de toute façon, les pompiers sont aussi soumis à cette violence. Les policiers, maintenant, en fait, il n'y a plus rien qui protège la tenue, même leur fonction ne protège plus rien. Les élus, on en parlera tout à l'heure. Les élus, en fait, voilà, même si c'est pour le bien des autres, il n'y a plus aucun respect. Et de façon très factuelle, lorsqu'on parle de sécurité des établissements hospitaliers, hormis la vidéoprotection, hormis le fait de mettre des gardes
de sécurité privée, mais comment couvrir l'ensemble? C'est exactement la même chose qu'avec les lycées et les collèges. Parce qu'on dit, on va mettre, j'entendais les politiques qui nous disaient, on va mettre des policiers dans chaque collège ou dans chaque lycée. Non, mais donc c'est là où peut-être impossible à gérer, et c'est un vrai problème quand même. Parmi les solutions, c'est la sécurité privée. Je dois te donner un exemple. Moi, j'ai eu un urgentiste de Saint-Brieuc dans la nuit du 23 au 24 novembre dernier. 5 soignants ont été agressés aux urgences de l'hôpital de Saint-Brieuc. Effectivement, c'est quelqu'un qui était sous effet de drogue et qui s'en est pris à tous les soignants. Il lui a lancé des chaises dessus. Enfin, il y a eu des arrêts de travail de longue durée, etc. D'ailleurs, ils se sont mis en grève parce qu'il y a un seul agent de sécurité qui, manque de bol, à ce moment-là, était en train de faire sa ronde ailleurs dans l'hôpital. Ils ont demandé un deuxième agent spécialement pour les urgences. Ils ont obtenu gain de cause avec ce début de grève qui a duré très peu de temps parce que la direction a réagi très vite. Est-ce que c'est pas la solution, effectivement, que l'hôpital puisse se payer en tout cas pour ces 2-3 services importants des agents de sécurité? Déjà, en fait, l'État, quand elle veut imposer quelque chose, elle le fait, même si ça coûte de l'argent. Je vais parler par exemple de la sécurité incendie. En fait, on a des agents SIAP où on s'est imposé dans quasiment tous les gros centres hospitaliers, 3 agents, 4 agents, qui sont souvent, justement, qu'on affecte quelquefois à la sûreté des urgences, alors qu'ils ne sont pas formés pour ça, ils ne sont pas adaptés à ces missions-là. Pourquoi pas demain imposer des agents de sûreté, même pourquoi pas armés, avec des armes non létales, sur les urgences? Parce qu'en fait, on voit, là, quand on voit la dernière publication de l'ONVS, 37 000 cas, plus de 37 000 cas d'actes de violence, des crachats, des insultes, des menaces de mort. En fait, c'est vraiment pas un sujet mineur en fait, pour eux. Et on en revient à la nécessité, on peut parler de la loi sur la sécurité globale, Fauvergue-Thourot, sur la sécurité globale, ça représente quoi? La police nationale, les polices municipales? Avant, c'était un petit peu distant de la police nationale, tout ça. Maintenant, tout le monde travaille ensemble. La gendarmerie nationale, mais les sociétés de sécurité privée, qui, à mon sens, ont un rôle essentiel. Parce qu'on ne va pas demander tout aux gendarmes et aux policiers, que ce soit pour les hôpitaux, pour les collèges, pour les lycées, etc. Donc la société civile et les entreprises de sécurité privée, à mon sens, ont un vrai rôle à jouer, avec évidemment le contrôle du CNAPS et des gens formés qui soient capables de pouvoir venir en aide à ces hôpitaux et aux gens qui y travaillent. Et ça, je pense que c'est essentiel. Georges, le phénomène est tellement grave que vous avez aujourd'hui des personnels soignants qui ont des gardes du corps pour se faire accompagner, notamment jusqu'au métro. Ils ont des protections physiques. Il faut bien aussi se rendre compte qu'il y a une pénurie, vraiment, à l'hôpital, de personnel soignant. De personnel soignant, et aussi une absence de réponse de la police nationale ou gendarmerie par manque d'effectifs, toujours. Et il y a des situations, notamment en psychiatrie, où c'est le personnel soignant qui va aller chercher en détention un détenu pour l'amener dans son service. Vous voyez les risques que prennent même le personnel soignant. C'est absolument... Donc là, comme ailleurs, la réponse c'est quoi? C'est évidemment un renforcement des effectifs tant d'agents de sécurité privés, incontestablement, que de la vidéoprotection. Ça aussi, c'est très important. Et d'installation de boutons d'alerte en liaison directement avec le commissariat de police. Est-ce que les hôpitaux sont bien équipés aujourd'hui en vidéoprotection? On sait. Alors, ils sont équipés exclusivement. En plus, il y a une position de la CNIL là-dessus, comme dans les lycées. Ouais. C'est le principe de proportionnalité. Ils sont équipés pour les flux, les entrées dans les périmètres. Et pas dans les salles où... Il y a un refus, en plus, des personnels soignants. Ce qui se comprend. Comme pour les professeurs et les élèves dans les salles de classe. L'intimité, absolument. Donc là, on a quand même une limitation. Là où on n'a pas suffisamment travaillé, on le fait dans les nouveaux hôpitaux ou quand il y a des grosses réflexions, c'est sur l'aspect, on va dire, de prévention situationnelle. C'est-à-dire comment est-ce qu'on organise, comment est-ce qu'on parle l'architecture, comment est-ce qu'on filtre. Donc là, on voit les nouveaux hôpitaux, ils pensent, si vous voulez, cet aspect de la sûreté. Par exemple, faire en sorte que les personnes qui arrivent aux urgences n'arrivent pas immédiatement dans les espaces de soins, mais qu'il puisse y avoir un espace tampon. Voilà, donc on a aussi ces solutions-là pour désigner ce qu'on appelle un peu pompeusement un ordre instrumental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'aménagement de l'hôpital vous guide déjà vers le bon service. Des fois, il y a des problèmes de signalétique, parce que ce sont parmi les plus grands établissements recevant du public. L'hôpital d'Orléans, pour ne pas le citer, c'est 250 000 mètres carrés. Ouais. Donc c'est quand même 4 tours à la Défense. Tout ça à peu près à l'horizontale. Donc ces problèmes d'aménagement, d'organisation de l'espace sont un des éléments de réponse qui sont peut-être aussi importants. Ne pas
omettre de dire, c'est pas très politiquement correct, mais c'est une réalité dont on parle jamais, c'est que dans les hôpitaux sont confrontés aussi au phénomène, je dirais, de communautarisme. Vous avez des personnalités d'origine étrangère qui refusent, par exemple, qu'une femme soit soignée par un homme. Alors tout ça se gère en interne de manière la plus intelligente possible, parce que si c'est un refus catégorique, vous imaginez les tensions que ça peut générer. Donc il y a aussi cette question-là qui est réelle. Et qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Je ne sais pas. Ah, c'est pas la majorité, est-ce que non, bien sûr que c'est pas la... Prenez laïcité. Mais ça fait partie des mots. Je veux dire, il faut c'est de 0,7% de problèmes liés à la laïcité. Oui, mais ça Combien, existe. 0,7%. Oui, mais ça fait partie des mots de la laïcité, bien sûr, le milieu hospitalier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et Il faut régler ça de manière intelligente, mais ne pas céder devant ces exigences. Autrement, le personnel soignant est en tension permanente, encore plus depuis ce Covid. Donc Mais, si tout ça se rajoute, c'est ingérable pour eux. Avec des problèmes, ce que disait très justement Georges tout à l'heure, avec Et des mal problèmes payés, psychologiques qui sont impressionnants dans notre pays. Autant des jeunes que des adultes, je dirais. Et donc, qui c'est qui traite tout ça? Évidemment, c'est nos soignants. Ce sont eux qui sont en frontal vis-à-vis de ces gens-là. Pour ça qu'il y a souvent des dérapages, plus qu'on l'imagine d'ailleurs. Et puis les urgences, elles ont aussi une autre caractéristique. Alors j'ai vu que c'était que 5% des faits, c'est-à-dire les règlements de compte. Les règlements de compte dans les urgences. Moi j'ai 2 cas en tête, je ne vais pas citer les lieux. Le premier cas, c'est un jeune issu de la communauté des gens du voyage, hospitalisé aux urgences. Et là, vous avez toute la communauté, parce que l'enfant est sacralisé, il est roi, et vous avez toute la communauté qui arrive à un règlement de compte. Pour parler d'un hôpital sur une terre ultramarine qui est chère à Georges, où on a travaillé, on travaille sur le nouvel hôpital, 1 milliard d'euros d'investissement, on avait... L'hôpital de Pointe-à-Pitre, le CHU de Pointe-à-Pitre. Exactement, on avait quand même des loulous, permettez-moi l'expression, qui rentraient avec leur scooter dans l'hôpital et dans les monts de charge. C'est pour pas se les faire voler. Et qui allaient aux urgences et qui arrivaient jusqu'aux urgences. On a aussi les urgences sont confrontées à ces risques. Là, on est sur un autre... c'est de la délinquance importée, avec la porosité. C'est vrai que c'est une question de respect, bien évidemment, aussi. On a tous tendance, effectivement, si on a un enfant qu'on doit emmener aux urgences, aller le papa, la maman, voire bien plus. Sûr. Alors que, finalement, on nous dit c'est un seul adulte pour accompagner, parce que sinon, c'est effectivement une surcharge. Bien sûr. Surtout avec Covid, hein, cette limitation de l'accès. Un accompagnant, ça génère un certain nombre de troubles, de tensions. Donc plus de vidéoprotection et puis, si possible, des moyens pour, dans les services un petit peu chauds, avoir un agent de sécurité 7 sur 7, 24 sur 24. Oui, et puis ce qui est essentiel, c'est la formation aussi comportementale. Moi, les urgentistes m'ont dit, ils me disent, nous, on est des urgentistes, on est formés, mais je veux dire, désamorcer des conflits quand on est en fin de garde, quand on est fatigué, quand on est crevé, qu'on a des gens... Il y a d'autres urgences, il y a les urgences dentaires aussi, il y a un lieu bien connu à Paris, où il y a des types de souffrances, si vous voulez, qui mettent les gens, déjà qu'on est dans une culture de l'immédiateté tout de suite, et en plus, la souffrance, elle génère aussi, plus d'agressivité. Bien sûr, on est tous comme ça.